Chers collègues, nous poursuivons donc aujourd'hui les auditions de notre commission d'enquête en rencontrant M. Guy Rouquet, qui est président de l'association Psychothérapie Vigilance. La commission d'enquête a souhaité que notre réunion, monsieur, d'aujourd'hui soit ouverte au public et à la presse, et son enregistrement vidéo, avec votre accord, sera diffusé sur le site du Sénat. Un compte-rendu en sera publié avec le rapport. J'attire l'attention du public, bon, il est parti là pour l'instant, qu'il est tenu d'assister à cette audition en silence. Toute personne qui troublerait les débats, par exemple en donnant des marques d'approbation ou d'improbation, serait exclue sur le champ. J'en viens à notre réunion. L'audition de M. Rouquet s'inscrit dans un ensemble d'auditions consacrées au thème de l'emprise mentale et des risques liés à certaines méthodes de psychothérapie. Elle fait suite à l'audition des associations qui font partie des acteurs très engagés de la vigilance sectaire. L'association Psychothérapie Vigilance a été créée en 2001 pour informer le public sur les différentes pratiques psychothérapeutiques, dénoncer les abus et les dérives, notamment sectaires, liés à ces pratiques, et pour participer à la constitution d'un réseau d'entraide et de soutien entre les victimes directes et indirectes de ces abus. Je vais rappeler à l'attention de M. Rouquet que notre commission d'enquête a pour origine une initiative du groupe RDSE, présidé par notre collègue Jacques Mézard, qui est le rapporteur de notre commission et qui vous adresse ses excuses aujourd'hui. Il ne peut être présent, il est dignement remplacé par Mme Mugaddini. Je vais donc maintenant, monsieur, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, vous demander de prêter serment. Je rappelle que, pour la forme évidemment, qu'un faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 14 et 15 du Code pénal. Monsieur Guy Rouquet, on va se lever. Vous prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites je jure. Monsieur Rouquet, je vous donne la parole pour un exposé introductif, puis les membres de la commission, comme vous l'avez vu, puisque vous avez assisté à l'audition du professeur, vous poseront des questions et j'en poserai sûrement moi aussi. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis sensible à l'honneur que vous faites à Psychothérapie Vigilance en ayant demandé à m'auditionner dans le cadre de vos travaux. Psychothérapie Vigilance, qui existe depuis juillet 2001, est une association au service des victimes de thérapies déviantes, abusives ou psychosectaires. Elle n'a pas vocation à soigner qui que ce soit. Son rôle est d'éclairer et de prévenir ceux qui, ne sachant vers quel psy se tourner, sont en plein désarroi ou bien qui perdent pied en voyant un de leurs proches devenir l'ombre de lui-même ou carrément un inconnu, quand ce n'est pas un ennemi déclaré suite à sa rencontre avec un analyste ou un thérapeute. L'association accompagne aussi ceux qui, sortis de leur aliénation, cherchent à comprendre ce qui leur est arrivé. En raison des circonstances qui ont prévalu à sa création, Psychothérapie Vigilance est plus particulièrement spécialisée dans 6 domaines. La réglementation de l'usage du titre de psychothérapeute, les psychotechniques à risque, le syndrome de la fausse mémoire et des souvenirs induits, les drogues exotiques et ésotériques censées donner accès au divin, le psychospirituel, le néo-chamanisme. Domaine méconnu de l'État et des grandes associations de victimes au début de ce siècle, où on parlait essentiellement de sectes, de mécanique des sectes, de lutte contre les sectes, en minimisant ou négligeant la dimension thérapeutique instrumentalisée par nombre d'entre elles pour parvenir à leurs fins, mais aussi par des groupes idéologisés présentant la psychothérapie non pas comme un moyen de soigner, mais de changer l'homme et la société. C'est ainsi que l'on pouvait lire dans certains documents diffusés en interne « Tout le monde a besoin d'une psychothérapie. Il faut promouvoir la psychothérapie sur les 5 continents. Il faut un psychothérapeute par tranche de 1500 habitants. » L'ambition affichée était claire, mailler l'ensemble du territoire et, sous couvert de thérapie, en prendre le contrôle. Gouverner le monde, comme l'a écrit noir sur blanc
un auteur faisant office de maître à penser d'une puissante mouvance psychospirituelle. Cette ambition demeure, elle est exposée dans des écrits privés, dans des publications associatives, des ouvrages vendus en librairie, des confidences comme des conférences, des documents audiovisuels sur des sites Internet. Elle se manifeste aussi plus subtilement dans les corps institués, infiltrant l'ensemble des centres de décision, pesant de plus en plus sur les leviers du pouvoir, dans une stratégie qui s'appelle la révolution silencieuse. Même si cette révolution n'est pas uniforme et ne revêt pas la même signification idéologique ou symbolique chez les agents du changement qui s'appliquent à l'avoir triomphé. De ce point de vue, la grande querelle qui a agité pendant plus d'une décennie plusieurs volets de la société française à l'occasion de la réglementation de l'usage du titre de psychothérapeute est édifiante. Cette agitation, qui a suscité des débats houleux et des invectives ad hominem, n'a pas épargné le Parlement, lequel, au terme d'un processus laborieux, a voté une loi qui n'a réglé le problème de fond qu'à la marge. Faute de réglementer la psychothérapie, les thérapeutes de tout poil continuent de proliférer. Ne pouvant pas user du titre des milliers d'individus imbus d'eux-mêmes ou abusés par les officines leur ayant délivré de pseudo-diplômes, se sont arrogés le droit de continuer à exercer leur pratique sans avoir la moindre formation en médecine, en psychologie, en psychopathologie. Les personnes ne pouvant satisfaire aux obligations de la loi et des décrets d'application se sont bornées à effacer de leur plaque le mot psychothérapeute pour le remplacer par celui de psy-praticien, de psychopraticien, de praticien en psychothérapie, de thérapeute en psychothérapie, de diplômé en psychothérapie ou tout bonnement par celui de psychothérapie. Cet indécent pied de nez au législateur n'a pas surpris Psychothérapie Vigilance, qui, alors qu'était entrepris l'effort de réglementation, a vu fleurir toutes sortes d'appels à la désobéissance civile contre les autorités sanitaires de l'État tutélaire, d'appels à la résistance aux accents gaulliens ou hugoliens contre l'ordre hygiéniste, de conseils et indications pour contourner la loi scélérate. Laissez-nous, nos charlatans, réclamer une tribune pétitionnaire publiée dans Le Monde en décembre 2003. Jacques Lacan s'autorisait de lui-même et de quelques autres. Dans le cas qui nous occupe, les thérapeutes s'autorisent de leur ignorance, fût-ce en faisant preuve de bonne volonté d'ailleurs, comme cette femme encore jeune qui se réjouissait d'avoir ouvert un cabinet de consultation et reçu ses premiers clients, alors que dotée du seul BEPC, elle était inscrite dans une école dite de formation psycho-organique. Comment pourrait-on l'accepter? Cette personne n'est pas responsable, bien sûr, mais ceux qui, exploitant le vide juridique béant de l'exercice de la psychothérapie, font des affaires au détriment des membres de leur supposée école, mais aussi de leurs patients, dont il est fréquent qu'ils fassent par la suite des thérapeutes à leur image, en leur révélant qu'ils ont des dons, qu'ils pourraient les exercer pour soigner à leur tour et bien gagner leur vie. Processus également très courant dans le domaine du néo-chamanisme psychédélique et des communautés psychospirituelles en quête de bergers ou de thérapeutes. La psychothérapie est bel et bien devenue un fromage étrange puisque le volume et la surface en augmentent à vue d'œil à proportion de la consommation dont il est l'objet. Mystère qui n'en est pas un, cependant, pour peu que l'on garde en mémoire les ambitions des organisations se disant représentatives et le mode de recrutement persistant des nouveaux thérapeutes. Une phrase empruntée à Knock, Le triomphe de la médecine, donnera le ton général. Tout bien portant est un malade qui s'ignore. En digne héritier de Molière, Jules Romain dénonçait les charlatans à l'œuvre. Le rire qu'il déclenchait était destiné à faire réfléchir contre la trahison du serment d'Hippocrate par une certaine médecine dévoyée par l'appât du gain et la volonté de puissance. Rappelons que le personnage a jeté son dévolu sur un village dont la population se porte comme un charme et n'appelle le médecin que pour constater le décès naturel ou accidentel de l'un de ses membres. 3 mois suffiront pour que, subjugués, les habitants changent du tout au tout leur façon de vivre, se jettent au fond de leur lit, se soumettent au rythme effréné des prises de tisane de température et que, faisant figure d'homme providentiel, Knock
apparaissent à tout le canton comme le maître absolu qui veille sur ses intérêts et sa santé, alors même qu'il l'a mise à genoux et en coupe réglée, comme dans une secte. Jules Romain sous-titrerait différemment sa comédie aujourd'hui. C'est du triomphe de la psychothérapie et de la psychanalyse qu'il se moquerait, de la folie psy qui, par toutes sortes de canaux, contamine les esprits, quand on ne les a pas déjà gagnés à sa cause, en ville comme à la campagne. Dans mon village, le boulanger a fermé boutique et 2 thérapeutes se sont installés, m'a confié un ami. Ma femme était psychologue et elle a dû arrêter son activité en raison de la concurrence de thérapeutes autoproclamés, m'a dit un médecin. Selon certains rapports, notre pays serait le plus grand consommateur au monde de psychothérapie et d'antidépresseurs. Diverses raisons sont avancées pour expliquer cet engouement. S'agissant des psychothérapies, il en est une dont on ne parle guère, mais qui coule de source, pour peu que l'on revienne à la source justement, que l'on se penche sur certaines des méthodes et techniques qui, depuis une bonne vingtaine d'années, se répandent comme une tache d'huile. Faute de temps, je me bornerai à dire que notre société est confrontée à un défi majeur, imposé par un système, une idéologie, un enseignement, une culture. Culture qui est dans une large mesure le produit de la contre-culture expérimentée en Californie durant les années 60, avant de se propager outre-Atlantique, en particulier en Europe de l'Est. Le caractère subversif de cette culture, aspirant à forger un nouvel homme dans un nouveau monde pour une nouvelle ère, a fait l'objet de nombreuses études. Rejetant Descartes et Newton, la pensée rationnelle, la science académique, elle met au pinacle les maîtres spirituels, la pensée magique, les savoirs ancestraux et traditionnels. Dans cette optique ne compte que la libération de l'individu de ses chaînes supposées, le franchissement des portes de la perception, le positionnement au-delà du cerveau, l'expérience transpersonnelle, la sacralisation du moi, celle des émotions. Et parce que le modèle de la société occidentale est à repenser, à abattre même, il faut en saper les fondements, faire exploser les familles pour en récupérer et refaçonner les membres épars. Afin de mettre en œuvre ce changement radical, ces zélateurs ont entrepris de déconditionner l'individu de ses programmes inscrits depuis la petite enfance, afin de le reprogrammer à leur convenance. Ce déconditionnement s'effectue à l'aide de psychotechniques et de méthodes décapantes, la reprogrammation par un enseignement philosophico-magico-spirituel du responsable du cycle, du stage, du séminaire. C'est alors que le thérapeute devient gourou, dispensant un enseignement initiatique destiné à inféoder ses clients ou patients. La famille est rejetée au profit de la communauté thérapeutique, appelée parfois secte thérapeutique. La secte étant pour certains de ces zélateurs le seul et ultime refuge dans une société violente et chaotique, un cadre de travail sur soi-même, l'inventrice d'un nouveau monde. Mais une secte ne saurait être thérapeutique. Ron Hubbard, le fondateur de la scientologie, aspirait à faire de ses adeptes des esclaves heureux. Nous savons par quels moyens et à quelle fin réelle. Une secte ne peut que donner l'illusion du bonheur et de l'efficacité des soins qu'elle dispense. L'embrigadement sectaire sous couvert de thérapie est facile à obtenir. Dans un premier temps, il s'agit d'inciter le sujet à se poser la question « qui suis-je » Rien d'inquiétant a priori, car l'invitation à la connaissance de soi est une donnée de notre civilisation depuis l'Antiquité grecque. Mais, activée par toutes sortes de procédés, cette quête est en mesure de réduire l'individu en miettes, d'en faire un naufragé d'esprit, une sorte de zombie soumis au dessein du thérapeute. Qui suis-je ? Le sujet est poussé à s'interroger sur sa vie, son rapport aux choses et aux êtres, ses phobies, ses hobbies, ses croyances, ses fantasmes, ses ambitions, ses angoisses, son histoire personnelle, ce qu'elle a été, ce qu'il souhaiterait qu'elle devienne, et ainsi de suite. Tout cela pourrait être bénéfique si la quête en question n'était pas orientée, destinée à l'inquiéter, à l'angoisser, à le fragiliser, en souillant et détruisant méthodiquement les repères et points d'appui qui étaient les siens jusqu'alors. En guise d'illustration, permettez-moi de citer le passage d'une conférence donnée lors d'un colloque sur les charlatans de la santé. Posez-vous ces questions. Êtes-vous bien sûr que vous avez été désiré par vos parents ? Êtes-vous bien sûr que vos parents vous aiment ? Êtes-vous bien sûr que votre mère est votre mère ? Celle-ci surtout, oubliez les autres qui toutes la commandent.
Êtes-vous bien sûr que, enfant, vous n'avez pas été violé par votre grand-père, votre oncle, votre père ou votre mère? Vous en êtes sûr? J'en suis heureux pour vous. Mais il ne faut pas vous voiler la face. Une fois rentré chez vous, reposez-vous là tranquillement. Entre ce que vous croyez et ce qui s'est effectivement passé, il y a un gouffre. Pardon d'insister, mais au nom de cette vérité qui rend libre, je manquerai à mes devoirs si je ne vous la révélais pas. Ne me dites pas que vous n'avez jamais eu mal au ventre, que vous n'avez jamais eu de diarrhée et de colique. Grâce à de nouveaux spécialistes, nous connaissons aujourd'hui l'une des vraies causes de ce mal. Vous avez été abusé sexuellement durant votre prime enfance. Vous frémissez, c'est non seulement horrible, mais absurde. Vous vous dites que vous vous en souviendriez, c'était le cas. Détrompez-vous. Vous avez refoulé ce souvenir traumatisant, mais votre corps s'en souvient. Désormais, la question n'est plus de savoir si vous avez été violé ou non, mais par qui. Ce que je vous dis est sidérant. Pourtant, avec des variantes encore plus sordides parfois, c'est ce qui se passe dans des centaines d'officines. En instillant le doute, en suscitant et multipliant ce genre d'interrogations abominables, le psychosectaire inquiète sa proie, affaiblit sa résistance, l'entraîne dans un labyrinthe plein de choses trappes pervers où songes, souvenirs et fantasmes s'entremêlent et au bout du parcours, la conduit à rompre brutalement avec sa famille, le père, ce salaud, et la mère non moins immonde qui laissait faire, en jouissant sans doute de la scène. Ma conférence intitulée « Voici venu le temps des thérapeutes, du serment d'Hippocrate au serpent cosmique ». En 2009, j'en ai approfondi quelques données dans la médecine psychédélique ou le syndrome de Merlin. Article dans lequel je m'attaque au discours d'un médecin plaidant pour l'introduction dans le Vidal d'une nouvelle classe de médicaments, en l'occurrence de puissants hallucinogènes, l'ayahuasca, l'iboga et le peyote. Sous la plume devenue baguette magique de l'auteur, ces médicaments nouveaux, en mesure de remettre l'homme en communication avec sa partie spirituelle et de le relier à l'ensemble des formes de vie, se transforment en médicaments de l'âme. Ces drogues, rebaptisées pour les besoins de la cause entéogènes, sont censées générer le sentiment du divin quand ce n'est pas de fournir le moyen de voir Dieu. Elles sont ingérées dans des communautés thérapeutiques et spirituelles néo-chamaniques qui présentent toutes les caractéristiques de la structure sectaire avec assujettissement de l'individu à un maître ambitionnant pour le thérapeute et le troisième millénaire une fonction sacerdotale. Mais me direz-vous, la réglementation d'usage du titre de psychothérapeute va produire ses effets de salubrité publique. Soyons nets, non. C'est au jour d'aujourd'hui, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la pratique de la psychothérapie reste libre, s'exerçant dans un cadre réglementé comme non réglementé. Il suffit de consulter les pages jaunes pour mesurer l'étendue du chemin qu'il reste à parcourir. Ce constat m'a conduit à publier en 2011 un article intitulé « De la nécessité de protéger l'exercice de la psychothérapie », dans lequel Psychothérapie Vigilance soutient l'idée, élémentaire mais non encore prise en compte par le législateur, que tout titre protégé doit protéger l'exercice attenant. J'y écris notamment que le premier réflexe d'un particulier désirant recourir à un professionnel de la psychothérapie est de consulter les pages jaunes. C'est vers cet annuaire qu'il se tourne s'il a besoin d'un électricien, d'un plombier ou d'un médecin. En appelant au numéro indiqué, il est sûr d'avoir affaire à un spécialiste. Aussi, quand il est en demande d'aide psychique, l'air du temps le pousse-t-il à privilégier dans ses recherches les mots psychothérapeute et psychothérapie. Et là, il peut découvrir une rubrique intitulée psychothérapeute, suivie d'une autre toute nouvelle, psychothérapie, pratique hors du cadre réglementé, dont les intervenants mis dans l'incapacité d'user du titre de psychothérapeute ont obtenu la création dans leurs négociations avec le groupe Page Jaune, c'est-à-dire une entreprise commerciale ayant comme souci principal celui de se développer en augmentant son chiffre d'affaires. Bien qu'en conformité avec la lecture de la loi, cette décision pose un problème de fond dans la mesure où l'esprit qui a présidé à son écriture est manifestement discrédité. D'une part, les usagers sont conduits à rester dans l'équivoque en pensant qu'ils peuvent s'adresser sans risque à un thérapeute non qualifié en médecine, en psychologie ou en psychopathologie. D'autre part, la responsabilité de l'État ne manquera pas d'être engagée quand un problème se posera. En effet, que se passera-t-il lorsqu'un tribunal condamnera un prévenu à suivre une psychothérapie?
Lui reviendra-t-il d'expliquer dans ses attendus qu'il y a psychothérapie et psychothérapie, l'une réglementée, l'autre pas, que l'une délivre des soins, que l'autre se limite à une pratique, qu'il ne faut surtout pas confondre la pratique des uns avec celle des autres. Le ministère de la Justice va-t-il alerter les magistrats à ce sujet? En vertu de quoi d'ailleurs? Outre cette difficulté, que se passera-t-il quand on s'interrogera sur le suivi psychothérapique d'un criminel récidiviste, que l'on découvrira par exemple que son praticien était un maître reiki diplômé en 3 semaines ou un praticien psycho-organique tout juste titulaire du BEPC? La question de la place de la loi dans la société se trouve posée. Les manœuvres signalées montrent la nécessité d'associer la protection d'un exercice à celle du titre le concernant. L'adoption d'un texte généraliste stipulant que tout titre professionnel protège l'exercice attenant réglerait non seulement la question de la psychothérapie, mais aussi celle d'autres spécialités thérapeutiques ou médicales, comme l'ostéopathie par exemple. Toute pratique exercée sans posséder les titres inhérents à la discipline devrait être considérée comme une infraction à la loi. Certes, la question de l'exercice de la psychothérapie présente un aspect complexe, puisqu'il s'agit d'une pratique partagée entre psychiatres, psychologues cliniciens, certains psychanalystes et désormais les psychothérapeutes en titre. Mais tous ces professionnels sont en conformité avec le texte définissant les niveaux minimaux et les dispenses partielles ou totale de formation. Il y a dérogation à ce principe en permettant implicitement à des individus se disant thérapeutes ou praticiens d'exercer une pratique sans avoir été soumis au même principe constitutionnel d'égalité en termes d'études et d'exigences face à la loi. En fin de compte, ce qui est en cause, c'est le risque de voir se dévaluer rapidement et complètement le système universitaire garantissant la qualité intellectuelle et scientifique de l'accession à certaines professions. Dans le domaine de la santé, comme dans ceux où est en jeu la sécurité de l'usager ou du consommateur, il convient d'ôter toute possibilité de créer par des artifices et subterfuges divers des pratiques hors d'un cadre réglementé. Puisse ce vœu retenir l'attention de votre Assemblée. Sa réalisation demandera de sa part et de celle de tout le Parlement beaucoup de courage et de détermination. Mais il en va de la bonne santé de notre démocratie, de ses principes et de ses valeurs que, dissimulant leurs intentions véritables, des intérêts particuliers ou communautaires ont entrepris de mettre sous tutelle. Outre ma remarque relative aux pages jaunes, je voudrais ajouter un élément à même de faire réfléchir sur l'expansion des charlatans de la santé de l'inconscient dans notre société et pour nombre d'entre eux, leur lien avec des organisations de type sectaire. En décembre 2003, Mme Elisabeth Roudy-Descaux a déclaré à M. Jean-François Mattei, alors ministre de la Santé, « J'ai lu toutes sortes de rapports, mais franchement, personne à ce jour n'a étudié sérieusement l'histoire des psychothérapies en France. Il est évident que sur les 30 000 psychothérapeutes, peut-être un tiers sont infiltrés par des sectes. Et de cette évidence, Mme Roudy-Descaux ne tirait pas la conclusion qui s'imposait, puisque, obnubilée par le devenir de la psychanalyse, elle se déclarait hostile au projet de la réglementation de loi réglementant l'usage du titre de psychothérapeute. Un tiers, cela fait 10 000 personnes. Si l'on estime, dans l'hypothèse la plus basse, qu'un psychothérapeute a une trentaine de clients, cela fait bon an mal an 300 000 personnes, toutes en contact direct avec un psychosectaire. Et nous le savons, avant que la loi votée en 2004 n'entre en application, des milliers de nouveaux thérapeutes sont apparus, encouragés par des associations se disant représentatives, au point, pour l'une d'entre elles, de s'arroger le droit de délivrer un certificat européen de psychothérapie. Pseudo-certificat, qui a abusé et continue d'abuser plusieurs fonctionnaires des agences régionales de santé au moment de valider les acquis de l'expérience ou de la prise en compte de la clause dite du grand-père. Il est d'ores et déjà établi que plusieurs thérapeutes ayant fait l'objet de signalements de la part de victimes ont été agréés par des ARS dans plusieurs régions. Comment pourrions-nous le tolérer? C'est davantage qu'une erreur, une faute, une offense faite aux victimes et aux vrais professionnels de la santé mentale, de la psychologie et de la psychothérapie. De même, nous rejoignons M. Serge Blisco quand il signale la manne que représente pour les universités la délivrance de diplômes divers dont les titulaires s'autorisent pour exercer sans contrôle des activités thérapeutiques non validées scientifiquement et académiquement. Activités exercées avec l'agrément de nombreuses ARS
ARS, manquant de toute évidence à leurs obligations pourtant imposées par la loi de veiller à prémunir le champ de la santé des dérives sectaires. C'est ceci encore de la même veine. Dans son rapport « Pratique médicale et secte » de 1996, le Conseil national de l'ordre des médecins estimait à 3 000 le nombre de confrères déviants ou dérivants. Même si ce nombre, à revoir à la hausse, demeure faible au regard de l'ensemble des professionnels en exercice, il est préoccupant car ces médecins sont très actifs et organisés en réseau, plus ou moins clandestins, ou en association, dont la raison sociale est maquillée. Ces réseaux comprennent parfois des centaines de membres. Ainsi, l'Association internationale de psychiatrie spirituelle, créée en 1994, dans le but de montrer les liens existants entre sagesse, santé et spiritualité. Cette association considérait que la maladie physique résulte de conflits intérieurs et que la guérison est tributaire de leur libération complète grâce à la lumière de la tradition spirituelle. Plaidons pour une nouvelle médecine, une médecine véritablement psychospirituelle, au point d'envisager de s'appeler Association de psychiatrie et médecine psychospirituelle. Le docteur Jean-Marc Mantel, qui l'a présidé, affirmait que ce qui soigne n'est pas la technique, mais ce qui émane du thérapeute, sa qualité d'être, son authenticité. Remarque bien singulière, mais dont la lecture du répertoire fondateur des adhérents livre l'explication. En majorité, des thérapeutes n'ayant aucune compétence en médecine ou en psychologie. Entre autres exemples, un ingénieur, un cadre informatique, un chirurgien main nue, une diététicienne, un nutritionniste, une astrothérapeute, un professeur de yoga, un naturopathe, un professeur d'art plastique, un négociant en vin. Des personnes bien intentionnées sans doute, mais cliniquement et médicalement incompétentes, inaptes à diagnostiquer une maladie, un trouble mental, une dépression, considérant que pour soigner une maladie, il faut apprendre à écouter ce que le mal a dit lors de son déclenchement. Significatives ces paroles entendues dans un reportage de Canal+. Si tu as mal au genou, c'est que tu as un jeu coincé dans le nou. Formule hilarante, qui ne tire pas à conséquence apparemment, bien dans le style désinvolte de Jacques Lacan, son inventeur. Mais on réprimera vite son rire en prenant connaissance de la réaction d'un journaliste auquel je rapportais ce mot. Après avoir blémi, il m'a dit que c'était la phrase qu'un psychanalyste avait dite à son meilleur ami. Ce dernier, sportif de haut niveau, dont la vélocité le promettait une belle carrière, l'a entendu alors qu'il avait 15 ans. Pour soigner son mal au genou, il a donc fouillé dans son inconscient et s'est donc peu à peu abîmé dans un puits sans fond, loin des stades, des lieux où il se serait épanoui. Bientôt, il ne vivra plus que d'expédients et, complètement défait, finira par se suicider en pleine jeunesse, faute d'avoir décoincé son jeu. Quant au dit psychiatre spirituel, c'est un auteur de livres à succès qui dispose de plusieurs tribunes où il tient des propos tantôt lénifiants, tantôt irresponsables et dangereux. Si une jeune fille a une vaginite, c'est à cause de sa mère qui a caché qu'elle avait été abusée sexuellement quand elle avait le même âge. Pareillement, dans un autre contexte, cette maman qui m'a confié que le psy avait dressé sa fille contre elle en donnant sa lecture du prénom Violaine. Violaine, c'est viol-haine, glaçant de monstruosité. J'ai évoqué la psychothérapie spirituelle pour illustrer notre sujet. Cette association a cessé officiellement ses activités peu après l'adoption de la loi Abou-Picard, mais il importe de ne pas confondre l'annonce d'une cessation d'activité et leur fin d'exercice et leur fin effective. Les membres de la défunte association sont bien vivants pour la plupart, poursuivant leurs activités au sein d'autres mouvances ou mouvements dont ils sont les têtes pensantes, les porte-voix ou les chevilles ouvrières. Leur site n'a pas été fermé. Il y est précisé que l'internaute peut le consulter librement, qu'il reste accessible, ainsi que les archives du Net Journal. Pour ses promoteurs, la maladie résulte de conflits intérieurs dont la résolution passe par le rétablissement des flux harmonieux perturbés en s'aidant de l'apport des grandes approches spirituelles, notamment orientales. Dans cette conception, en incitant le patient à poser son attention sur son état interne de dispersion, un processus autothérapeutique se déclenchera pour peu que l'assiste un thérapeute authentique, un instructeur spirituel, un médecin de l'âme. Point besoin d'être grand clair pour voir se profiler le danger.
Un médecin n'hésite pas à écrire qu'il provoque artificiellement des expériences de mort imminente en recourant à des pratiques respiratoires telles que le rebirth et des somatothérapies centrées sur les états de conscience afin d'arriver à la pure lumière, à une vérité d'évidence totale, d'entrer dans un mouvement d'aspiration libérateur comparable à celui de l'éveil définitif des Tibétains, le nirvana, qui intègre l'amour sans objet, sans image, éveil, clarté, volupté, agapé, épistémé, félicité. L'intéressé remarquant toutefois que, faute de s'y être abandonné avec confiance, semble-t-il, 20% des sujets traversent des expériences angoissantes et infernales. 20%, et ce psychiatre spirituel de ne pas s'interroger davantage. Considérer que les dysfonctionnements du corps sont générés par les conflits intérieurs, la résultante d'une maladie de l'âme est une notion scientifiquement ou spirituellement sujette aux instrumentalisations les plus diverses. Pourtant, cette idée continue de contaminer l'ensemble du corps social, notamment depuis les années 90, quand des gourous annonçaient l'imminence du basculement de l'ère du poisson dans celle du Verseau. Des échos comparables proviennent d'autres groupes en plein essor. Ainsi, les adeptes de la nouvelle médecine germanique et de la biologie totale soutiennent-ils que les maladies ont pour origine un conflit psychologique traumatisant. Ce conflit psychique ou émotionnel affecterait une partie du cerveau et par là même, automatiquement, l'organe qui en dépend. Dans l'incapacité de gérer psychiquement l'émotion, l'organisme en ferait porter le stress par le corps. La résolution du problème psychique en cause permettrait à ce dernier de revenir à la normalité et donc de guérir. Selon cette théorie, il n'y aurait pas de maladies incurables. D'ailleurs, pour ces champions, la maladie n'existe pas. Pas de microbes, pas de virus, pas de bactéries et donc pas de vaccins, de médicaments, de chimiothérapie. La douleur ou la souffrance a un sens qu'il faut décrypter. Celui que l'on appelle ordinairement un malade n'est qu'un individu incapable d'associer temporairement à ses facultés personnelles de guérison. C'est un sujet que j'aimerais développer pour avoir préfacé en 2010 l'ouvrage « On a tué ma mère face aux charlatans de la santé ». Ses auteurs en sont Philippe Dutilleul, journaliste, et Nathalie Derek, la fille de Jacqueline Stark, décédée d'un cancer au terme d'un calvaire interminable, parce que des thérapeutes adeptes des théories de la médecine dite nouvelle et œuvrant en réseau l'avaient convaincue qu'elle n'avait pas cette maladie, mais seulement ses symptômes, que pour s'en délivrer, il fallait le vouloir sincèrement, explorer tous les niveaux de conscience, y compris le symbolique, procéder au décodage biologique des événements traumatisants ayant généré l'angoisse pathogène, et ceci repéré, procéder à leur déprogrammation. Permettez-moi de vous suggérer d'auditionner Mme Derek et M. Dutilleul. Très bien, je m'en réjouis. Donc, je passe les 10 lignes d'un extrait de ma préface, ou justement, voilà. Les conflits intérieurs de la psychiatrie spirituelle ont une parenté criante avec le conflit psychologique ou le conflit biologique. Tous deux en ont aussi avec la théorie des blessures en vogue dans les nouveaux courants spirituels issus du renouveau charismatique. Théorie dont les applications par des thérapeutes psychospirituels est à l'origine de centaines de drames en raison du manque de discernement, voire de l'aveuglement de certains évêques, de leur difficulté à prendre en compte les analyses et les témoignages de fidèles confrontés à une souffrance sans nom. Dans ce cas, les conflits intérieurs ou biologiques prennent un autre nom, celui de blessure. En bref, nous naissons blessés et nous étions blessés avant même que de naître, au stade du fœtus, mais aussi bien avant notre conception, en raison du passé de nos parents, de nos aïeux, de notre arbre généalogique, dont nous héritons inconsciemment mais sûrement des maux, des fautes, des erreurs, des défaillances, des faiblesses, des turpitudes. Jamais des vertus ou des qualités, est-il besoin de le préciser. Pour guérir, il faut remonter dans sa mémoire sensitive, dérouler son histoire personnelle, s'abandonner à ses émotions et de fil en aiguille, en répondant aux questions troubles de l'accompagnateur psychospirituel, détecter la blessure primordiale et, ce faisant, la porte d'entrée principale de l'infestation maligne. Car le mal, quel qu'il soit, est nécessairement démoniaque, lié au malin. Guérir, c'est s'en délivrer. Le but de l'existence est de se soigner et, in fine, de mourir guéri. Mourir guéri. Molière s'en amusait dans ses comédies, mais ici la réalité est triste, mortifère, diabolisant le monde, la société, la famille. Pour s'en préserver, il faut se retirer du jeu social, rompre toutes ses attaches, couper tous ses liens familiaux à la tronçonneuse au besoin.
afin d'apprendre à devenir un guerrier spirituel et, le moment venu, être prêt à gouverner la terre avec l'aide de Dieu. Et l'on voit surgir ici de façon éclatante le dénominateur commun à toutes ces pratiques. La psychothérapie et la spiritualité sont des outils et des armes de conquête du pouvoir. Comme dans le Tartuffe de Molière, vient parfois le moment où tombent les masques. Ainsi celui de Gérard Croissant, alias frère Éphraïm, le fondateur de la communauté des Béatitudes, que sous l'avalanche des plaintes, le Vatican a dû se résoudre à réduire à l'état laïque. Cas édifiant que celui de cet homme qui a échappé aux sanctions pénales de la justice civile par toutes sortes de manœuvres destinées à dissuader les victimes en capacité de porter plainte de le faire dans les délais prescrits par les textes, délais trop courts, généralement ignorés des victimes, lesquelles, isolées et effondrées, cherchent d'abord à comprendre ce qui leur est arrivé et ne peuvent ou ne pouvaient trouver un semblant d'écoute et d'explication qu'auprès de leur abuseur, de ses complices, de ses bergers. Gouverner le monde avec ou sans l'aide de Dieu, pour sa gloire ou la sienne propre, telle est l'ambition ultime de toute secte laïque ou religieuse. Pour y parvenir, la fin justifie les moyens. Dans cette optique, chaque individu est perçu comme un adepte potentiel, une source de profit immédiat ou à long terme. Pour la secte, il n'y a pas de petit profit. L'adepte est d'abord une vache à lait dont il s'agit d'épuiser les économies comme les forces vives en vertu de l'équation bien connue que le temps c'est de l'argent. Aussi, par toutes sortes d'artifices, la vache à lait est-elle généralement transformée en bête de somme, soumise au régime du bâton et de la carotte. Ensuite, l'adepte est un cobaye, un sujet d'expérimentation pour les docteurs Mabuse, leurs apprentis sorciers, les prédateurs du transfert, qui modifient à volonté les états de conscience, recourent à de puissants hallucinogènes comme à des psychotechniques périlleuses pour la santé physique, mentale et spirituelle, s'ingéniant à fabriquer de faux souvenirs traumatisants, pénètrent par effraction dans les cœurs, les consciences et l'inconscient pour dépersonnaliser, zombifier, instrumentaliser. Car en dernier ressort, le cobaye doit devenir un poisson pilote, un agent hyperactif au service de la cause du gourou, du thérapeute psychospirituel, du médecin psychédélique. Un agent sous surveillance, sous supervision, mais flatté et encouragé aussi, dont avec le temps, le zèle est récompensé en privé ou en public, par exemple en assistant au lever du roi, en étant invité à s'asseoir à sa table, ou à partager sa couche, à devenir sa favorite ou son mignon, à rejoindre sa garde prétorienne, à en prendre le commandement. Et c'est ainsi que les adeptes les plus dociles, habiles et motivés, deviennent requins à leur tour, chefs de bande parfois. Monsieur le Président, Madame le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous remercie de votre écoute. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste vous dire que la loi du 29 juillet 1880, modifiée par celle de 2008, dit « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni les propos ou les écrits produits devant une commission d'enquête créée en leur sein par l'Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d'y déposer, sauf s'ils sont étrangers évidemment à l'objet d'enquête, ni le compte-rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi. » Alors vous avez, je vous rappelle l'article parce que vous avez parlé d'un psychothérapeute auteur à succès qui a défini le prénom de Violaine par viol et haine, et vous n'avez pas donné son nom. Vous êtes autorisé à le faire si vous le voulez. Bon, là, c'est par un, comment dire, c'est un échange téléphonique avec une maman, avec la maman. C'est pas le même psychiatre de Canal+, hein, c'est pas le même psychiatre. Oui, mais celui-là a déjà été cité par d'autres, donc hier en particulier. Mais non, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Non, mais ça, je pourrais éventuellement vous faire parvenir le nom. Ouais, ce serait intéressant qu'on puisse parler de tout dans notre rapport. Très bien. Merci.